Je suis producteur dans le digital depuis 11 ans maintenant. Je suis arrivé dans le digital, c'était un peu logique vu mon jeune âge quand j'ai commencé de ne pas me ruer sur la télé et de commencer à regarder un peu ce qui se passe dans le digital et comment on produit ces nouvelles façons, ces nouvelles narrations. Donc j'ai créé une première boîte avec Pierre Zandrovitch qui s'appelait Fat Cat Film. Voilà, on a gardé cette boîte pendant 10 ans. On a fait beaucoup de pubs interactives, de clips interactifs, de web docu, de web séries de fiction. Voilà, tout ce qu'on faisait était soit digital, soit interactif, mais de toute façon jamais destiné à la télé. Et il y a 3 ans, j'ai créé, toujours avec Pierre Zandrovitch et avec d'autres personnes qui nous ont rejoints, une société spécialisée dans la production de contenu en réalité virtuelle qui s'appelle Okyo Studio. Donc on a fait beaucoup de films non interactifs linéaires qu'on appelle Cinematic Reality pendant 3 ans. Aujourd'hui, on continue cette voie-là en développant aussi la vraie réalité virtuelle, c'est-à-dire des principes de cinématographie à 360 interactifs. Donc aujourd'hui, on fait ça, on est 4 associés et quelques employés. On fait beaucoup de reportages, beaucoup de pubs et un petit peu de fiction. On adore la fiction, mais on en fait peu parce que ça met longtemps à se produire. Voilà. Et je suis aussi secrétaire général d'un think tank français dédié à la réalité virtuelle qui s'appelle Univr et qui a pour but de promouvoir un peu les artistes du think tank à l'étranger et en France et d'échanger beaucoup entre nous les informations afin de les faire remonter. La VR pour moi c'est totalement une continuité de ce qu'on faisait avant et je dirais même que c'est une continuité un peu dans l'évolution du digital. Si on voit depuis un siècle le rapprochement permanent des écrans, du cinéma à la télé, à l'ordinateur, au iPad, au smartphone, il restait que quelques centimètres finalement, c'est pas tant que ça, on avait fait le gros du travail. Et pareil sur l'immersion. Si on voit que la photo arrive, puis on met de la couleur, puis du relief, puis après on fait pareil dans l'audiovisuel, on fait l'audiovisuel, puis après le noir et blanc, couleur, relief, pareil dans le son, mono, stéréo, Dolby, puis Atmos. Donc on voit que le rapprochement des écrans et le fait qu'on renforce l'immersion dans la façon dont on produit depuis un siècle, je dirais que la VR c'est non seulement une continuité de ce que nous on faisait en tant que producteur digital, mais c'est aussi une continuité de la production digitale. Ça va pas, je ne dis pas que ça va remplacer le reste, mais c'est une des façons d'évoluer dans ces nouvelles narrations qui favorisent l'immersion du spectateur. Moi, j'espère bien que ce sera beaucoup plus qu'un complément et que ça va provoquer des nouvelles expériences. Tout ça pour moi parce que ça provoque des nouvelles émotions. À partir du moment où, et c'est prouvé je veux dire, physiquement par des chercheurs, que ça n'implique pas les mêmes ressources et les mêmes zones du cerveau, la VR réussit à toucher les couches basses, le cerveau reptilien. La VR réussit à recréer le vertige. À partir du moment où on arrive à recréer ces nouvelles émotions que les autres formes d'entertainment, à part peut-être la littérature parce que ça fait appel à l'imaginaire, et encore, et ces nouvelles émotions ne sont pas données par ces autres formes d'entertainment. Donc oui, je suis sûr qu'on peut créer des nouvelles expériences dédiées à la réalité virtuelle pour ce médium-là. Je dirais que la réponse a changé ces 6 derniers mois. Ça fait 3 ans qu'on a créé Okyo. Enfin, la première année, on a fait que des tests et tout. Donc disons que ça fait 2 ans qu'on essaye de travailler pour d'autres avec Okyo. Ça a été beaucoup plus compliqué la première année, voire la première année et demie, parce qu'il fallait énormément évangéliser. C'est-à-dire, on arrivait en agence ou chez les clients, ils étaient super contents qu'on vienne leur montrer des trucs, et puis finalement, personne ne nous rappelait derrière, mais je pense qu'ils racontaient à leur famille qu'ils avaient testé un truc sympa, mais ils ne savaient pas quoi en faire. Le fait que YouTube et Facebook soient venus avec leur Player 360 a énormément changé la donne. Maintenant, les gens peuvent diffuser. Bon, c'est pas de la VR, je veux dire, des gens comme moi ou comme d'autres un peu dans la VR, on va être un peu des ayatollahs. On va trouver que la VR, c'est avec un casque, quoi qu'il arrive, que la vidéo 360, c'est beaucoup moins utile et tout. Mais le fait est que concrètement, c'est ça qui a débloqué le potentiel de diffusion. Et qu'aujourd'hui, pour les clients, maintenant qu'ils peuvent diffuser des vidéos sur YouTube et sur Facebook, qu'en plus ça soit vu en VR, c'est génial pour eux, dans leur salon, dans des choses comme ça. Mais depuis que ces moyens de diffusion qu'ils connaissaient déjà, qu'ils ont mis longtemps à connaître, hein, c'est quand même, voilà, le digital, l'avènement du digital, ça a pris longtemps. Mais maintenant qu'ils peuvent diffuser sur des choses qu'ils connaissent, qui leur parlent, où ils peuvent mesurer des audiences, mettre des bannières ou je sais pas quoi, tous ces trucs, ça a tout débloqué. Et maintenant, quand on arrive, les gens savent de quoi on parle, moins peut-être sur les coûts que ça représente, mais en tout cas, ils savent comment le diffuser, comment le faire. Et on arrive sur un moment où j'ai plus l'impression d'évangéliser comme avant, j'ai plus l'impression maintenant de répondre à des problématiques et à des besoins d'annonceurs ou de clients. Alors les limites technologiques, c'est énorme, parce qu'aujourd'hui on fait tous de la VR, mais on n'a pas les moyens de faire de la VR. Les logiciels n'existent pas, les caméras n'existent pas. C'est-à-dire aujourd'hui les caméras dont on aurait besoin, qui permettent
scanner le décor, avoir la profondeur, avoir de la parallaxe, avoir du relief, tout ça en un. Ces caméras n'existent pas, donc on bidouille pour les créer, on bidouille pour faire au mieux avec les moyens qu'on a en fonction des budgets, pour se rapprocher de quelque chose qui fonctionne, avec toujours des problématiques. Et la post-production, c'est pareil. Par exemple, aujourd'hui, faire un film d'animation en réalité virtuelle, les gens ne font pas la totalité du film d'animation depuis la réalité virtuelle. Or, si on voulait vraiment avoir les outils pour faire un film d'animation en réalité virtuelle, il faudrait, depuis le masque, avec ses contrôleurs, directement faire notre animation dans la réalité virtuelle. Il faudrait que les monteurs puissent avoir un logiciel de montage où, sans enlever le casque, donc je ne sais pas comment ils vont faire, on reconnaîtra les mains ou je ne sais pas ce qu'on va, puissent monter directement en réalité virtuelle. Donc que ce soit de la captation, à la post-prod ou à l'animation, on n'a pas les outils pour. Donc les limites technologiques, elles sont énormes, elles sont partout, il n'y a que des limites technologiques. Donc nous, depuis quelques années et pendant encore quelques années, quand je dis nous, je dis Okyo et beaucoup de producteurs que je connais, hein, on va être très DIY, on va fabriquer des choses, on va bidouiller en attendant que ces outils-là arrivent. Voilà. Après, les limites artistiques, je pense que artistiquement, c'est plus des limites, c'est juste on est en phase d'apprentissage et on n'a pas la nouvelle grammaire. Un travelling vertigo au cinéma, on sait ce que ça provoque comme sensation, on sait pourquoi on va l'utiliser, si on va l'utiliser ou pas. Et donc artistiquement, c'est très rapide et on se trompe moins souvent. Ça arrive quand même, mais en réalité virtuelle, on doit tout tester. Donc les limites artistiques sont plus liées au fait que ce soit très récent. Je ne pense pas qu'il y ait de vraies limites artistiques. Si on est un bon artiste, qu'on a vu beaucoup de choses, qu'on a quelque chose à dire en réalité virtuelle, la seule limite, ce sera comment le dire d'une bonne façon. Et sachant qu'on a tous des timings dans nos films, que ce soit 1 an et demi pour de la fiction ou 2 mois pour de la pub, on ne peut pas tout tester pour être sûr avant de commencer une production. Donc les limites artistiques, pour moi, viennent du peu de connaissances qu'on a pour l'instant sur la grammaire audiovisuelle en réalité virtuelle. On pense énormément à l'immersion du spectateur, à la façon dont il se ressent dans un film. C'est-à-dire que même si jamais on n'a pas de corps, on n'est rien physiquement dans le film, la personne qui le regarde va s'imaginer incarner quelque chose. Voilà, donc il faut jouer avec ça, il ne faut pas la laisser en bord du récit. C'est important parfois d'impliquer le spectateur avec un petit clin d'œil, quelque chose qui montre qu'on sait que cette personne est là. Il y a un truc en VR que les Américains payent le Swayze Effect, pour Patrick Swayze dans Ghost, qui veut tout le temps se faire entendre et qui ne se fait jamais entendre. On dit qu'en VR, il faut un peu éviter le Swayze Effect. Ou alors le jouer carrément si c'est volontaire et provoquer un malaise du spectateur parce que ça va dans l'histoire. On peut en jouer, mais sinon on évite d'aller dans le Swayze Effect pour que le spectateur prenne une part au récit. Voilà. Et non seulement qu'il prenne une part au récit, et surtout qu'en jouant avec cet espace proche, cet espace cognitif proche, que des gens entrent dans cet espace. Et en plus, sur le côté proche, il y a aussi quelque chose qui est lié à la qualité des masques aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à plus de 6-7 mètres, tu vois une bouillie de pixels. Donc, est lié à cette immersion du spectateur, est lié aux limites technologiques de diffusion, on pense un peu la narration et l'immersion liées à ce que va ressentir le spectateur. Il y a quelque chose que Pierre, le réalisateur de Philippe, a été assez intelligent de penser en prenant cette histoire-là, c'est que filmer en mouvement, non seulement c'est compliqué, mais surtout ça donne le malaise à beaucoup de gens, et que l'histoire qu'il voulait raconter de cette tête d'androïde, ça tombe bien, cet androïde n'avait pas de corps. Donc c'était plus simple pour le spectateur de rentrer dans cette histoire. Ok, je justifie pourquoi je ne bouge pas, je justifie pourquoi ce n'est pas ma voix qui parle, parce que je suis dans la tête d'un androïde qui se prend pour un humain. Et oui, je pense que le succès du film vient en fait que le réal a eu la bonne idée de prendre une histoire qui correspondait à la réalité virtuelle, à là où on était à ce moment-là. Voilà, dans les films qu'on fait maintenant, on va un peu plus loin. On va faire des mouvements dans certains films, même si on sait qu'on va perdre quelques personnes dans l'audience. C'est normal, il y a des gens qui vont se sentir un peu moins bien. Mais voilà, c'est aussi notre responsabilité, notre rôle, disons, d'essayer d'innover, d'aller plus loin et de faire des choses un petit peu extraordinaires, quitte à ce qu'elles soient parfois un peu foirées. Je pense qu'en tant que producteur, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le manque d'outils. Voilà, on ne peut pas faire de parallaxe, en prise de vue réelle, c'est très embêtant. On peut, mais genre trop difficilement filmer la profondeur et jouer avec. Donc tous ces trucs, c'est une étape importante pour nous producteurs, c'est que ces outils arrivent. Voilà, on voit les investissements aux États-Unis, en Chine, ces outils vont arriver, les investissements sont colossaux. Après, au niveau de spectateurs, ce qui est très dérangeant, c'est cette notion de masque. Quand j'ai chaud, j'ai de la buée, je ne vois plus rien, je me coupe un peu du monde, je vais avoir peur qu'on se foute de ma gueule. Je pense que une prochaine grosse étape, ça va être avoir des petites lunettes comme ça qui nous permettent de lire un masque de réalité virtuelle. Et là, on arrivera dans quelque chose où ce sera super friendly, je suis habitué à emporter, ça ne me coupe pas du monde. Et voilà, tous ces petits détails, rien que la définition, toutes ces choses-là, du fait que
Tout simplement, on finit l'année zéro de la réalité virtuelle en 2016. On est à peine aux prémices de quelque chose. Donc pour moi, la grosse évolution, c'est qu'on puisse regarder les films de bonne qualité avec des choses un peu moins costauds. Alors Univers, ce think tank dédié à la réalité virtuelle pour les acteurs français, c'est venu d'une initiative de 6 personnes dont je fais partie, 2 collègues, enfin plutôt concurrents à l'époque, mais concurrents ça n'empêche pas d'être amis et collègues, quelqu'un de la VR chez Orange et quelqu'un de chez Havas, à qui on a remarqué qu'on était quelques-uns dans la VR, que quand on se connaissait, on échangeait très facilement entre nous les informations. Parce que le marché n'est pas encore créé, le marché n'est pas solide, donc on est encore dans une logique très ouverte d'échange pour progresser ensemble. Et donc on voyait que quand on se connaissait, on échangeait beaucoup, mais qu'il y a plein de gens qu'on ne connaît pas. Et à un moment, moi j'ai remarqué, comme j'ai eu pas mal de presse, à un moment je parlais à beaucoup des acteurs de la VR, je voyais que plein de gens avaient des initiatives similaires, que plein de gens développaient les mêmes choses, les mêmes festivals, les mêmes techniques, les mêmes logiciels. Et que peut-être, ou en tout cas à défaut de s'allier ou pas de s'allier, ils devraient être au courant de ce que font les autres. Donc ça a été un des premiers fondements du think tank Univers, c'était de dire il faut qu'on se rencontre entre nous, il faut qu'on échange plus, il faut qu'on soit plus collaboratif en tant qu'acteur français d'un secteur naissant si on ne veut pas se faire avoir par des pays qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Il faut qu'on travaille un peu ensemble, sans angélisme. Je ne dis pas qu'on va faire une grille des prix commune et tout, on reste, c'est pour certains concurrents, sur des appels d'offres similaires, mais au moins travailler dans une dynamique commune de faire évoluer le marché. Et aussi quelque chose de très important, on a vu aussi que plus la réalité virtuelle prend de l'ampleur, plus des gens s'imposent comme des sommités de la réalité virtuelle sans en avoir fait, sans rien y connaître. Et ces gens donnent des interviews, répondent à des problématiques sans aucun fondement et peuvent casser le marché avant même qu'il arrive. Donc on s'est dit, il va y avoir un retour de flamme d'ici une petite année, de beaucoup de gens qui vont se poser des questions, et sûrement des très bonnes questions, sur l'éthique, les rapports avec les usages, avec le marché, sur comment ça va pour des enfants, sur est-ce que la stéréo est bonne pour quelqu'un de 12 ans ou pas. Toutes ces questions-là, des gens vont y répondre sans savoir. Et on s'est dit plutôt que laisser ces gens répondre sans savoir, autant organiser des collèges de réflexion où des vrais professionnels vont se réunir tous les mois pour échanger là-dessus afin de préparer des éléments de réponse pour plus tard. Voilà, ça va être important que les éléments de réponse viennent d'Univers ou d'autres professionnels. La FRV aussi, qui est une association sur la télévision, qui est plus penchée sur le côté très recherche et c'est que des gros cerveaux et toute l'école des mines. Mais voilà, ces gens, Univers et tout, nous on doit un peu préparer ces éléments de réponse pour pas laisser les gens dire n'importe quoi et pour pas péter un marché qui va être très fragile. Si on dit trop de conneries et qu'on fait peur aux gens, s'il faut dire des choses qui font peur, il faut les dire, mais il ne faut pas que ce soit des conneries. Donc il faut faire attention. Et donc nous voilà, on a cette mission d'échange entre nous, cette mission de réflexion pour faire savoir aux autres quand les questions se poseront, quels sont les fruits de nos réflexions. Et aussi, on a un côté business. Ça, on est un think tank, mais on est un think tank dans le sens aussi où il faut créer ce marché, le renforcer. Et donc, pour ça, on essaie de représenter au maximum nos membres à l'étranger et de faire en sorte de recevoir aussi des briefs de l'étranger et de la France avant de les retransmettre aux membres. Voilà, l'idée, c'est aussi réfléchir, échanger, mais aussi consolider le business et, oui, faire de l'argent avec nos professions liées à la réalité virtuelle.